Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans cet assaut. Si vous aimez avoir la tête dans les étoiles, eh bien passez un moment avec nous. Alors Guy Agnès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Calvi Astro 2000. C'est ça. C'est bien ça? C'est bien ça. Est-ce que c'est vous qui avez créé ce club ou vous avez eu un prédécesseur? J'ai eu plusieurs prédécesseurs. Alors on va Ce tout club a d'abord- été créé il y a longtemps. On va quand même apporter une précision avant de démarrer cette émission, c'est qu'il s'agit d'un club d'astronomie C'est ça. amateur. Ah oui. Et je pense que vous tenez au terme surtout pas professionnel. Absolument pas. Non, on n'est pas des professionnels. Hein. Alors dites-nous un peu, comment ça s'est décidé sa création? Ça s'est décidé en 1999. Il y a un petit groupe de gens passionnés d'astronomie qui se sont trouvés à Calvi et qui ont décidé de se retrouver régulièrement, ce qu'ils faisaient, mais de manière totalement informelle, jusqu'à ce qu'ils décident à créer un club d'astronomie, à faire établir des statuts. Et tout ça s'est mis en place de manière structurée en 2000, d'où le nom de notre club, Calvi Astro 2000. Et il s'adresse à une certaine catégorie de personnes? Ah, ça s'adresse à tout le monde. Même les enfants Comme disait éventuellement? Hergé, de 7 à 77 ans, et parfois même plus tard, puisque notre plus vieux membre a 81 ans. Donc vous c'est voyez, encore un grand rêveur. Voilà, c'est encore un grand rêveur. Des enfants de moins de 7 ans, on n'en a jamais eu. En revanche, on a eu pendant 2 ans 3 gamins qui étaient en 6e, donc 11 ans, et Qui qui étaient étaient déjà très, passionnés. très intéressés. Oui. Ouais, vraiment très Est-ce intéressés. qu'on peut employer le terme de passionné? Ah oui, oui, oui. Oui. On est intéressé quand on vient de temps en temps, on est passionné quand on y est toujours, à toutes les séances d'observation. Mais intéressé, beaucoup de gens sont intéressés, comment ne pas l'être? Et vous avez repris, on va dire, le flambeau en quelle année? J'ai repris le flambeau, j'en suis à la fin de mon 2e mandat. Je peux me représenter d'ailleurs, moi. Oui. Hein. C'est pas comme, Vous êtes toujours éligible? pas comme dans la vie politique. Hein. Donc j'ai repris le flambeau, donc on est en 2015, 2012, 2009, donc en 2009. Ah oui, ça fait quand même quelques Voilà, années. donc ça fait maintenant 6 ans que je suis le président de ce club. On n'est pas très nombreux, Vous avez, mais peut dire on des est, adhérents? à ce jour, on est 14. Quand nous avions fait la précédente émission, donc il y a à peine 15 jours, on était 12. Donc vous voyez que nous avons grandi d'un seul coup de 2 membres. Et Énorme. dites-moi, est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes passionnés chez vous? Il y a plus d'hommes. D'hommes? Il y a plus d'hommes, mais ça ne veut rien dire, hein, parce qu'on a 1, 2, 3, 4 membres féminines quand même. Donc 4 dames qui viennent. Mais les hommes sont plus disponibles le soir. Hein, les travaux ménagers, vous savez ce que c'est toujours Mais oui, les bien femmes sûr, qui c'est les toujours font. les hein. femmes qui ont le beau rôle, Voilà. mais Et bien sûr. les hommes C'est gentil de les le hommes n'osent rappeler. pas le leur dire. Voilà. Je vais faire moi la vaisselle, va Voilà, donc au club voilà. d'astronomie. Eh ben Non, voilà. non. C'est toujours l'inverse qui se passe. Alors Guy Agnès, dites-moi, pourquoi dit-on que l'astronomie est la reine des sciences? Alors on dit que l'astronomie est la reine des sciences, d'abord parce que c'est la plus ancienne, mais c'est aussi la plus récente, la plus neuve. Et puis c'est la reine des sciences parce qu'elle fait appel à toutes les connaissances que l'on peut avoir grâce aux autres sciences. Voilà pourquoi on appelle l'astronomie la reine des sciences. Hein, dans l'Antiquité, les prêtres astronomes, on ne les appelait pas astronomes à l'époque, on parlait d'astrologues, étaient généralement les éminences grises des rois, des empereurs ou des dictateurs. On les a dissociés en fait. Ça a un peu changé de nos jours. C'est plutôt les astrologues maintenant qui sont les éminences grises de nos hommes politiques. Les astronomes, eux, sont plutôt à part. Ils sont généralement pas très copains avec les astrologues. Et pourtant, vous avez peut-être des visions différentes, on va dire. Ah ouais, vision des choses. complètement différente. On peut dire qu'a évolué l'astronomie au fil des années? L'astronomie, elle a évolué dans un sens très particulier qui est celui de l'équipement. Les premiers astronomes regardaient le ciel à l'œil nu. À l'œil nu. Et ça a duré très longtemps, puisque ça a duré jusqu'au tout début du XVIIe siècle. Il a fallu attendre que Galilée construise une lunette très, très sommaire pour qu'on arrive à l'ère de l'astronomie appareillée. Ensuite, ces matériels n'ont cessé de faire des progrès gigantesques, pour arriver aux immenses télescopes terrestres, et maintenant aux télescopes qui se trouvent sur des satellites
On pense au télescope Hubble, au télescope Kepler, et ceux qui vont les remplacer très rapidement maintenant, le James Webb Telescope qui va remplacer Hubble dans un avenir extrêmement rapproché. Donc voilà l'évolution. C'est une technique, finalement, c'est du matériel qui évolue Le assez matériel rapidement. évolue, le matériel a évolué très rapidement. Ceci dit, on en est encore à des notions relativement de base de l'optique, puisque les télescopes qui sont construits au sol font appel à des miroirs de plus en plus gigantesques. Donc c'est cette technologie qui a beaucoup évolué. Autrement, la construction d'un télescope n'a pas foncièrement évolué depuis le XVIIIe siècle. Pas foncièrement. Est-ce que ce sont obligatoirement, entre guillemets, des passionnés d'astronomie qui construisent ces télescopes? Oui, il faut l'être. Il faut l'être. Bon, bien sûr, après, la personne qui va polir le miroir, ça, voilà, ça pas peut-être pas, c'est pas une nécessité, mais les gens qui conçoivent ces télescopes et leur utilisation, oui, forcément, on peut pas construire ce genre de matériel sans être associé à des équipes d'astronomes, bien sûr, ou d'astrophysiciens maintenant, parce qu'on parle beaucoup plus d'astrophysiciens maintenant que d'astronomes. Alors, je voudrais vous demander, en parlant déjà pour vous-même, comment on devient passionné d'astronomie? Ça, c'est difficile. Ça, c'est très difficile parce que moi, Est-ce que déjà d'enfant, on va dire? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, je suis passionné d'astronomie depuis que j'ai une douzaine d'années. Donc, toujours la tête dans les étoiles. Voilà, toujours la tête dans les étoiles. Mais ce qu'il faut quand même, c'est garder les pieds sur terre. Oui, c'est important quand même, pour avoir une bonne vision des choses. Mais ça fait très longtemps. Et ceci dit, on peut le devenir simplement en venant à un club d'astronomie par curiosité. Et puis, c'est comme ça qu'on attrape le virus. Justement, qu'est-ce que, on va dire, le fait d'adhérer à votre club, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Oui. Alors, on est ensemble d'abord très régulièrement, puisqu'on se réunit 2 fois par mois dans une séance indoor, comme on dit, où on fait un travail théorique. On choisit un sujet avec un ou plusieurs membres du club, on traite ce sujet, on le présente sous forme de texte et de diaporama, ou parfois, quand on arrive à télécharger des images que l'on capte sur Internet, des petits films. Et on essaye de faire un nouveau sujet, ou un sujet qui va tenir plusieurs séances régulièrement tout au long de l'année. Donc vous abordez des thèmes particuliers? Bien sûr, alors on aborde des thèmes qui sont, on essaye en tout cas d'aborder des thèmes qui sont des thèmes d'actualité. Par exemple, cette année, on a décidé d'axer nos séances théoriques sur 3 événements qui sont quand même assez importants, assez exceptionnels. La satellisation et la pose sur la comète Churyumov-Gerasimenko d'un petit robot qui s'appelle Philae et qui a été expédié depuis la Terre par l'Agence spatiale européenne. Une autre sonde spatiale qui a été lancée par les Américains s'appelle New Horizon et se dirige vers la planète Pluton, qui n'a jamais été survolée par une sonde. Donc c'est le 2e sujet que l'on traite. On suit, j'allais dire pas à pas, c'est pas le mot, mais bon, on suit l'avancée progressive et les informations qui nous sont données par l'Agence spatiale européenne et par la NASA américaine sur l'évolution de ces 2 sondes. Et enfin, la 3e, c'est la sonde Dawn, un mot anglais qui veut dire l'aube, qui a été envoyée par la NASA américaine et qui va se satelliser autour d'une planète naine qui se trouve dans la ceinture des astéroïdes. Il a survolé Cérès. Il n'en est pas très loin maintenant. On a obtenu des premières images qui sont extrêmement étonnantes. Et voilà, alors on traite ces 3 sujets tout au long de l'année. La dernière séance qui aura pour trait un de ces 3 sujets aura lieu la mi-juillet, puisque à mi-juillet, la sonde New Horizon arrivera et se satellisera, pas se satellisera, j'allais dire une bêtise, va passer très près de Pluton. Elle va passer à 15 000 km de Pluton. Donc c'est tout près. Oui, bien sûr. Elle en est actuellement quand même à environ 180 millions de kilomètres, en gros. Voilà. Voilà par exemple les 3 sujets d'actualité qui ont constitué un peu le fil rouge de nos présentations. Ceci dit, quand on a quelque chose d'un petit peu particulier, on peut faire un sujet très court et puis on le présente. Et à quel rythme vous faites vos réunions? Alors donc on fait 2 réunions par mois.
On se réunit le Combien de premier temps et le ça dure, troisième à peu près? mardi. Tout dépend du sujet que l'on veut traiter, mais généralement, bon, on se retrouve vers 20h, à 21h30, 22h au plus tard, c'est terminé. Est-ce qu'au sein de votre club, vous avez une personne qualifiée, vraiment où il n'y a que des amateurs? Actuellement, il n'y a que des amateurs. Vous Bon, on a, envisageriez non, une personne qualifiée, c'est difficile, hein, parce que les personnes qualifiées, tu sais, les astronomes, ils travaillent quelqu'un à la beaucoup retraite? la nuit. Ben, on a quand même un membre de notre association qui a fait des études scientifiques, qui était enseignant et qui a des connaissances plus, je dirais, précises que celles que l'on peut acquérir quand on ne lit que de la vulgarisation. Mais par le passé, on a eu un prof de physique qui a pu nous donner des informations intéressantes, qui nous a appris beaucoup de choses. Voilà. Mais autrement, tout ce que nous traitons, ce sont des sujets vulgarisés. Je dis ça pour ne pas inquiéter les gens qui Voilà, voudraient bien venir, sûr. en se disant, mais si ces gens-là, ils sont en train de noircir des tableaux avec des équations auxquelles on ne comprendra rien du tout, on ne va pas y aller. Non, non, qu'ils se disent pas ça, bien au contraire. Vous Des pouvez équations aborder. qui noircissent les tableaux, on sera incapable de les lire nous aussi. Hein. Donc non, non, Est-ce que non. donc on peut dire qu'en quelque sorte vous abordez aussi certains sujets sous forme ludique, même Bien sûr, s'il y a bien sûr. Ah oui, oui. euh, Je veux dire que on n'a pas décidé de se réunir et de se retrouver 2 fois par semaine, plus les séances d'observation, pour s'ennuyer. Hein. On est là pour plaisanter. Hein. C'est très convivial. et pas vous prendre Hein. la tête On ne surtout, se je crois. prend surtout pas la tête. Non, 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 Bien non. sûr. On se prend plus la tête pour faire nos montages de petits sujets que lorsqu'on les a faits. Et bien sûr, dans votre club, à part aller regarder le ciel à l'œil nu, de quel matériel disposez-vous? Alors on a le matériel que tout le monde peut se payer. Enfin, tout le monde peut se payer. C'est pas donné. Hein. C'est un C'est matériel dans quel ordre de coûteux. prix Mais et quel genre de matériel? pour avoir un télescope comme le télescope du club, qui est un télescope qui n'est pas tout à fait un télescope d'entrée de gamme, mais bon, qui est quelque chose d'accessible, on en a fait l'acquisition il y a maintenant 5-6 ans, et on avait payé le télescope lui-même, c'est-à-dire le tube avec la partie optique, plus le pied et la partie mécanique qui permet au télescope de tourner pour compenser le mouvement de la Terre et suivre les étoiles, on l'avait payé 2 500 €. Oui, quand même. Un télescope comme ça, à présent, coûte moins cher que ce qu'on avait payé il y a 5 ou 6 ans. Mais vous voyez Mais après, il y a quelque l'ordre chose d'idée. qui s'est Ceci dit, perfectionné. ben Voilà. voilà. Ceci dit, on peut trouver du matériel nettement moins cher, mais espérer avoir quelque chose d'efficace et de bonne qualité, il faut au minimum mettre 1 000 €. Avec 1 000 €, on peut avoir une lunette d'entrée de gamme de très bonne qualité. Et comment vous en avez fait l'acquisition? Alors nous, on en a fait l'acquisition auprès d'un site spécialisé. On l'a acheté via Internet, des sites de l'Association française d'astronomie. Il y a quelques grands négociants de matériel de ce genre, hein, que l'Association française d'astronomie peut conseiller à n'importe qui. Ceci dit, un magasin d'optique peut vous donner des bons conseils. Mais vous l'avez financé de quelle manière? Alors on l'a financé avec les cotisations des membres et avec des subventions. À l'époque Vous où avez pu on obtenir pouvait des avoir des subventions. subventions. C'était pas de nos jours, hein, c'est il y a quelques années. Hein. Ce serait beaucoup C'est vrai plus que maintenant, difficile c'est- aujourd'hui. Mais à l'époque, on a pu obtenir une subvention qui nous a permis, outre les capitaux dont nous disposions déjà, d'acheter ce matériel. Et il est disponible où? Vous avez un local bien à vous? Non, on n'a pas de local qui nous appartienne, ce qui fait qu'on ne peut pas laisser ce type de matériel à demeure dans la salle où nous nous réunissions. De toute manière, on ne pourrait pas s'en servir à cet endroit-là parce que c'est en plein Lumio et que la pollution lumineuse est beaucoup trop importante. Pourquoi alors Astrocalvi? Mais parce qu'à l'époque, ce club d'astronomie a été fondé par des Calvés. Ah d'accord. Voilà. Et le siège social se trouvait à Calvi. Et là Donc, maintenant vous êtes sur Louvre. voilà la raison. Alors maintenant nous sommes à Lumio, mais nous avons transféré notre siège social à Lumio. D'accord. Lumio nous accueillant gentiment dans une salle mise à disposition de différentes associations, on a trouvé logique Bien sûr. de mettre le siège de notre club à Lumio. Donc ce matériel, on ne peut pas le laisser dans cette salle parce qu'elle ne nous appartient pas. Est-ce que c'est lourd Et comme voilà. matériel à déplacer? Oui, c'est quand même assez lourd, le matériel, le pied
plus le télescope en lui-même pèse environ 35 kg. Mais c'est volumineux, donc c'est pas toujours très facile à déplacer et il faut avoir une grosse voiture pour déplacer ça. Et est-ce que ça vous arrive, on va dire, de faire des sorties? Oui, Puisque bien sûr. le principe, c'est aussi d'observer les étoiles Bien sûr, la ah bah, nuit. bien entendu, bien entendu. Alors donc Comment on fait, vous y prenez? ben, on se détermine en fonction du temps, bien souvent, hein. Sauf quand il y a des observations particulières à faire que l'on peut prévoir à l'avance parce que, bah, par exemple, l'éclipse de Ce soleil que je voulais vous récente, dire, voilà, que là, hein, bien par- sûr, vous étiez, on va dire, donc là, on déjà avait prévu ça à disposé. l'avance, hein, et là, on a réuni tout le matériel dont on disposait, à savoir le télescope du club, plus le télescope ou les télescopes de plusieurs membres. Hein, on a un Vous êtes membre qui en resté a combien de plusieurs. temps à Ah bien, observer? le premier du club qui est arrivé pour commencer à installer le matériel est venu, il était 4 heures du matin. Ah, quand même. Oui, parce qu'un télescope, ça a besoin d'être réglé sur les étoiles ou parfois sur le Soleil pour que justement le système de suivi puisse fonctionner. Sinon, on est obligé sans arrêt de modifier le réglage du télescope pour suivre le Soleil ou pour suivre la Lune ou pour suivre les étoiles. Ça, c'est impossible, on ne peut pas faire ça. C'est sans arrêt qu'il faudrait Donc c'est le pour ça qu'il régler. a fallu D'où s'y la préparer nécessité si tôt. d'être longtemps à l'avance. Donc il est arrivé à 4 heures, le premier membre du club qui a préparé ça, et on s'est quitté, il était midi. Oui, il y a eu une passe où on voyait bien quand même, ça faisait assez brumeux dans la matinée. C'était brumeux, mais ça ne nous a pas empêché effectivement d'avoir Vous, avec le de bonnes matériel conditions que vous d'observation. aviez, De bonnes conditions d'observation. mais vous aviez des lunettes particulières, puisqu'on dit Alors toujours oui, il il ne faut pas des, regarder à l'œil faut des nu. lunettes, faut des lunettes spéciales hein, qui filtrent particulièrement bien ultraviolet, infrarouge, des filtres également pour les télescopes et pour les jumelles. Et surtout, il faut du matériel neuf à chaque fois. Et vous, par exemple, qui portez des lunettes, ça m'a toujours Hmm. intrigué. Est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, une double précaution à prendre? Alors avec des Puisque lunettes, vous avez déjà, non, on va avec des dire, lunettes pour des les verres. éclipses, non. Mais quand on veut regarder dans un télescope, en fait, les lunettes ne servent pas à grand-chose parce que vous pouvez régler à votre vue le matériel optique du télescope. Donc, Donc pas besoin moi, de je les lunettes de enlève. vue. Elles sont plus gênantes qu'autre chose. Ah, d'accord. Mais il les faut pour autre chose. Ceci dit, on a fait d'autres longues séances d'observation hein, quand je suis arrivé dans ce Les plus beaux club. souvenirs, Mais on va dire. le plus beau souvenir pour moi, c'est le transit devant le Soleil de la planète Vénus en 2004. Voilà, en juin 2004, j'étais au club depuis 4-5 mois et on a organisé sur le port de Calvi une séance d'observation de ce transit, on appelle ça comme ça, de la planète Vénus devant le Soleil. Et là aussi, c'était la même chose. On était en position à 4 heures du matin et on s'est quitté, il était 1 heure. Et on a pu observer le passage donc de ce petit rond noir, tout petit, devant le disque du Soleil. Il faisait un temps magnifique. Et on avait le même type de matériel que celui qu'on avait pour observer l'éclipse, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment un très très bon souvenir, d'autant que c'est très rare. Vous êtes toujours à l'affût finalement. Il y en a qui sont très pointilleuses sur les informations nationales, internationales, et vous, ce serait plutôt être à l'affût des dernières technologies, Oui, de mais tous les mouvements. c'est un peu la même chose, parce que vous savez, la recherche dans ce domaine-là fourmille, et dès qu'on allume Internet et qu'on tape un mot-clé concernant l'astronomie, on a des pages et des pages qui s'alignent, et on a des informations tous les jours qui nous donnent à penser. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Ça évolue constamment, en fin de compte. Constamment. Constamment. Et les prochains gros progrès seront les progrès des matériels de propulsion. Est-ce que vous savez le prochain événement? Qu'est-ce que ça sera? Le prochain événement, cette année, le prochain événement, ben, c'est les pluies d'étoiles filantes. Alors bon, la nuit des étoiles est calée généralement au milieu du mois d'août. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les Perséides. Votre nuit avec votre club? Oui. L'année dernière, on avait disposé nos matériels dans une résidence qui s'appelle la résidence Arinel, sur le bord de mer de Lumio. Et on a observé donc ce qu'il y avait à observer, parce que le mois d'août n'est pas toujours un mois particulièrement favorable à l'observation, beaucoup d'humidité, beaucoup de condensation. Mais enfin, on a pu, c'est assez brumeux. On a pu observer la Lune, on a pu observer les principales constellations du ciel d'été.
Et on a attendu l'arrivée des pluies de Perséide, puisque ces étoiles filantes semblent venir de la constellation de Persée. C'est un moment particulier d'août où ça peut arriver tous les soirs. Des étoiles filantes, il y en a tout au long de l'année. Mais il y a des périodes dans l'année où elles sont beaucoup plus nombreuses. Et donc, il y en a particulièrement. Ce qui fait, c'est que les pluies d'étoiles filantes, généralement, viennent du passage de la Terre dans sa course autour du Soleil dans des nuées qui sont provoquées par les comètes qui régulièrement tournent et vont se brûler les ailes en passant tout près du Soleil. Donc ça fait beaucoup de petites particules, des étoiles filantes, peut-être des particules d'un centimètre, d'un demi-centimètre, de 3 mm ou parfois un peu plus, qui brûlent en rentrant dans l'atmosphère et qui n'atteignent jamais le sol. Donc voilà comment on peut savoir qu'est-ce que l'on va observer, parce que le passage de la Terre dans sa course autour du Soleil est prévu. La mécanique céleste elle marche toujours, il n'y a jamais de panne. Donc on sait à l'avance quand observer telle étoile filante, telle pluie d'étoiles filantes ou telle autre. Mais il y en a tout au long de l'année, plus ou moins dense. Voilà. Alors avec vous, Guy Agnès, on va faire un petit... Je vais vous poser quelques questions très basiques qui vont permettre de différencier certains mots. Oui. Pour certaines personnes, des fois, on fait un petit peu l'amalgame. Alors, qu'est-ce qu'une étoile ? Alors, qu'est-ce qu'une étoile ? Vous connaissez sans doute l'étoile la plus proche de la Terre. Oui. Oui, c'est le Soleil. Vous allez nous le dire. C'est le Soleil. Alors, qu'est-ce que c'est que le Soleil ? Le Soleil, c'est une gigantesque boule de gaz, hélium, hydrogène particulièrement, et également tous les composants de l'univers. Il y a 92 éléments, une table, ce qu'on appelle la table périodique des éléments, qui composent tout l'univers, et on les retrouve dans toutes les étoiles. Mais l'essentiel de la matière qui compose le Soleil, c'est de l'hydrogène et de l'hélium. Elle est énorme, cette boule de gaz, puisque le diamètre du Soleil fait 1 400 000 km. En effet. Voilà. On n'est pas prêt. Alors voilà ce que sont les étoiles. Donc d'énormes boules de gaz. Et le Soleil est une toute petite étoile. En effet, là on prend mieux conscience. Toute petite. Alors qu'est-ce que la Voie lactée ? La Voie lactée, c'est en fait la mer dans laquelle le Soleil navigue avec environ, on dit, entre 150 et 200 milliards d'étoiles. Donc c'est en fait une galaxie. On l'appelle la Voie lactée, notre galaxie, mais en grec, c'est ça que ça veut dire, galaxie, Voie lactée. Mais bon, elle n'a pas de nom particulier. La plus proche galaxie de la nôtre est la galaxie dite d'Andromède, qui n'est qu'à 2,2 millions d'années-lumière. Ouais, juste à côté. C'est la porte à côté. Une constellation ? Alors une constellation, là aussi, si on a fait un peu de latin, on sait ce que ça veut dire. C'est un arrangement d'étoiles. Cet arrangement d'étoiles, il est purement visuel, mais les anciens astronomes de l'époque romaine, grecque et avant eux même, ont trouvé que certaines étoiles avaient la forme d'un animal ou d'autre chose, et les ont nommées ainsi. Mais en réalité, les étoiles qui composent par exemple la Grande Ourse sont très loin les unes des autres. Oui, c'est vrai que quand on regarde, on a l'impression très loin les unes des autres. La plus proche doit être à environ 150 années-lumière, mais la plus éloignée est à 500. Donc c'est un arrangement purement visuel d'étoiles, la constellation. Mais ça a été commode pour reconnaître les étoiles, d'utiliser cette formulation. Une comète ? Alors une comète, qu'est-ce que c'est ? On en a un très bon exemple actuellement, puisque tous les astronomes la suivent. C'est la comète qui s'appelle Churyumov-Gerasimenko, de nom de deux astronomes russes qui l'ont découverte. Et c'est une boule de pierre, de glace, qui vient des fins fonds de l'univers, c'est-à-dire au-delà de Pluton, du nuage de Oort, et qui tourne autour du Soleil suivant une orbite qui est très, très, très elliptique. Elle passe tous les 50 ans, 60 ans. Là, c'est la plus célèbre de toutes les comètes, c'est la comète dite de Halley, du nom de son découvreur, l'astronome anglais du XVIIe siècle, Halley, Sir Edmund Halley, qui revient régulièrement tous les 81 ans, parce que la mécanique céleste ne tombe jamais en panne. Et enfin, une planète. Alors une planète, on a les pieds sur une planète.
La Terre est une planète dite tellurique, c'est-à-dire composée pour l'essentiel de pierres, de métaux. Mais il y a également des planètes gazeuses comme les géantes Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus, qui sont très loin du Soleil. Donc une planète, c'est un corps errant, c'est ce que veut dire le mot planète en grec, qui tourne autour d'une étoile. On les appelle les errantes parce qu'elles sont faciles, on peut facilement à l'œil nu voir leur déplacement, alors que les étoiles nous paraissent fixes. Bon, voilà ce qu'est une planète. En fin de compte, c'est l'inverse. Non, ce n'est pas l'inverse, parce que dans l'univers, tout tourne. Les étoiles bougent, les planètes bougent, tout bouge. Notre Soleil fait le tour du centre de la galaxie en 200 millions d'années. La galaxie tourne sur son centre elle-même. Donc dans l'univers, tout est mouvement, et particulièrement rotation. C'est bien parce qu'au moins nous avons appris des choses. Alors pour conclure cette émission, quel serait, on va dire, le souhait formulé par votre club? J'irai pas jusqu'à dire aller sur la Lune. Ah, si c'était possible, Oui, certainement. oui. Si c'était possible, certainement. Non, le souhait de notre club, c'est qu'on puisse continuer un peu à grandir, à retrouver un volume de membres plus important que ce que nous avons actuellement. Un appel, donc là, je fais un appel effectivement aux gens qui vont regarder cette émission pour qu'ils viennent nous voir. Si ça les intéresse, ne serait-ce que par curiosité. Ensuite, ce sera à nous de les convaincre de continuer à venir. Et puis ce que nous souhaitons aussi, bien sûr, c'est que d'autres personnes que celles qui font partie du club actuellement viennent et viennent aussi apporter quelque chose. Parce qu'on n'a pas la science infuse. Nous, tout ce que nous savons, c'est ce que nous apprenons en traitant les sujets et en lisant de nombreux ouvrages, comme je vous le disais tout à l'heure, de vulgarisation. Mais on est ouvert à toute autre information qui pourrait nous être apportée. Donc d'autres rois mages sont bienvenus à votre club. Tout à fait. Voilà, Melchior, Balthazar et Gaspard peuvent venir. C'est bien. On les accueillera. C'est bien. Donc Guy Agnès, merci donc de nous avoir fait merci partager votre science à votre niveau. Merci de nous avoir invités. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois, quand vous serez redescendu sur Terre, sur Télépaèse.